Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Messieurs de la presse, bonsoir. Heureux de vous retrouver à nouveau pour ces rendez-vous hebdomadaires qui revient sur les grandes décisions prises lors du Conseil de ministres de la semaine dernière. Ce soir, ce sera une émission spéciale que nous allons consacrer principalement sur le massacre de Kishiché. Comme vous avez tous suivi, le Conseil de ministres du vendredi dernier s'était essentiellement focalisé sur le sujet. Le président de la République avait déjà, dès l'entame de sa communication, dénoncé ces événements odieux qui ont conduit à la mort à plus d'une centaine des compatriotes, et des instructions ont été données notamment pour ouvrir une enquête judiciaire. Au moment où je vous parle, la ministre d'État, ministre de la Justice, a donné injonction au procureur général pour qu'un dossier soit ouvert, et donc il y a une enquête qui a déjà été ouverte. La ministre de la Justice qui séjourne aux Pays-Bas à La Haye rencontrera demain les procureurs parce qu'il demandera aussi à ce niveau-là l'ouverture d'une enquête pour que toute la lumière puisse être faite sur ces sujets. Aujourd'hui, c'est le jour où se termine aussi les deuils nationaux qui avaient été décrétés par le président de la République pour que toute la nation puisse être compatissant avec les familles de personnes qui ont été touchées, qui ont disparu. Et c'est aussi le jour où il y a eu cet Téléthon qui a permis de mobiliser à peu près 22 milliards de francs congolais ce matin pour appuyer les compatriotes qui sont touchés par des situations de catastrophe et des situations de déplacement dues justement à cause causées par ces violences. C'est une campagne qui va se dérouler sur 2 mois et nous allons nous assurer que les Congolais qui ont la possibilité de contribuer puissent contribuer à ce que nous puissions aider les compatriotes qui ont été touchés. Voilà plus ou moins en introduction ce que je peux dire. Évidemment, nous pourrons répondre à l'une ou l'autre question d'éclairage pour les journalistes. Ce soir, l'invité qui est à ma droite, que vous connaissez, c'est le ministre Julien Paluku, ministre de l'Industrie, mais ce soir il intervient comme une personne ressource parce qu'il a été pendant 12 ans gouverneur de la province du Nord Kivu de manière étroite et au quotidien. Il a géré cette question du M23 et malheureusement, comme à l'époque, ils se sont illustrés par les massacres comme c'est cela qui constitue leur ADN. Avec lui ce soir, nous allons essayer d'analyser la question dans toutes les dynamiques, mais aussi revenir sur quelques faits, notamment géographiques ou liés à la dynamique de population dans la partie qui a été touchée et globalement dans les territoires de Rutshuru qui fait l'objet de ces violences abominables. Monsieur le ministre, donc je vous remercie de vous être une nouvelle fois associé à cet exercice de redevabilité. Je sais qu'il y avait un avion que vous deviez prendre en journée, mais vous le prendrez sûrement plus tard, mais parce qu'il y a un besoin d'apporter un éclairage sur ces sujets et parce que vous êtes la personne ressource, nous voulons ce soir que vous puissiez nous apporter votre part des lumières sur ces sujets pour que nous puissions comprendre le modus operandi et les motivations qui ont conduit à ces événements macabres. Vous avez la parole. Merci, chers collègues. Mesdames et messieurs de la presse, je voulais commencer par exprimer toute ma compassion à la population de l'Est, et particulièrement du Nord Kivu, de Rutshuru, de Kishiché, qui est terrassé par ces actes ignobles que tout le monde sait. Mais pour la mémoire collective, je voudrais commencer par présenter les territoires de Rutshuru, parce que les gens se disent, mais Kishiché c'est où? En fait, le territoire de Rutshuru, c'est l'un des 6 territoires de la province du Nord Kivu, qui a Walikale, Masisi, Nyiragongo, Rutshuru, Lubero et Beni, avec 3 villes bien évidemment, la ville de Goma, la ville de Butembo et la ville de Beni. J'ai d'ailleurs le privilège de diriger et le territoire de Lubero, et la ville de Butembo, et la ville de Beni, avant de diriger bien évidemment l'ensemble de la province du Nord Kivu. Et donc, ce territoire de Rutshuru, il est traversé par la route nationale numéro 2,
est celui qui abrite le parc national de Virunga. Et c'est par lui qu'on passe lorsqu'on veut aller au nord, notamment à Butembo et à Beni. Il est situé à cheval entre l'Ouganda et le Rwanda. Donc une partie du territoire de Rutshuru touche le Rwanda, une autre touche l'Ouganda. C'est ce qui fait que, effectivement, dans cette partie de la République, il peut y avoir des populations qui parlent à la fois la langue de l'Ouganda ou la langue du Rwanda, et ce qui ne pose pas de problème. Alors, comme vous voulez que je replace toute l'opinion dans le contexte, je vais brièvement parler de 3 axes. L'axe de la guerre, l'axe des accords et l'axe des massacres. En fait, comme tout le monde le sait, la République démocratique du Congo est victime depuis 1994, lorsqu'elle a accueilli ces milliers de réfugiés qui venaient du Rwanda, après que certains d'entre les Rwandais aient commis le génocide. Et donc nous avons accueilli ces gens à Goma, en 1994, d'ailleurs j'étais présentement à Goma, et c'est depuis lors que nous avons connu des successions de guerres. Parce que 2 ans après, c'était la guerre de l'AFDEL en 1996. 2 ans plus tard, en 1998, c'était la guerre du RCD. 6 ans plus tard, en 2004, c'était la guerre de Jules Mutebusi et Laurent Kunda à Bukavu. 2 ans plus tard, en 2006, c'était la création du CNDP, Congrès national pour la défense du peuple. Une année plus tard, le CNDP recommence dans le Massissi en 2007. Là, je venais d'être élu gouverneur. Jusqu'au point où on est arrivé à la porte de Goma, c'était le 29 octobre 2008. Et cette guerre a fini par une négociation qui nous a conduit à Nairobi, mais en 2009, on a repris la guerre. En 2012, le mouvement s'est transformé à M23 et nous voici en 2022. C'est ça la succession de guerres que la région a connue. Alors, cette succession de guerres a amené souvent la République dans un état de faiblesse à l'époque à pouvoir se livrer à des négociations et des accords. C'est ainsi par exemple que déjà en 99-99, il y a l'accord de Lusaka. En 2002, il y a l'accord de Sun City. En 2008, maintenant, la RDC signe les actes d'engagement avec le CNDP et tous les groupes armés. C'était le 23 janvier 2008. Et finalement, le CNDP n'était pas satisfait, reprend la guerre en juillet de la même année, jusqu'à nous amener encore à un autre accord que nous sommes allés négocier à Nairobi. Lorsque vous vous rappelez, Olusegun Obasanjo était désigné par les Nations Unies, et Benjamin Mkapa, l'ancien président tanzanien, était désigné par l'Union africaine pour nous amener effectivement, encore une fois, à signer avec ces rebelles, ce qui a fait que de tous ces accords-là, ils ont abouti par l'intégration de ces anciens rebelles au sein de notre armée. Et ça, ce sont des stratégies d'affaiblissement permanent de notre armée que nous avons connues de par l'histoire. Alors, on est revenu, après ces accords de 2009, encore une fois à la guerre, comme je l'ai dit, jusqu'à la capitulation du M23 en 2013. Mais de toutes ces périodes-là que je viens d'évoquer, c'est le 3e axe, c'est l'axe des massacres. Ces gens n'ont cessé de commettre des massacres partout où ils sont passés. Vous vous rappelez les massacres de Kakobola, les massacres de Kasika, les massacres finalement de Kiwanja, c'est au nord Kivu, avec le CNDP, c'était dans la nuit du 4 au 5 novembre 2008, et ces massacres étaient pilotés par Bosco Ntaganda, qui était le chef d'état-major général du CNDP à l'époque, à la tête Laurent Kunda. Il y a eu 150 civils qui ont été tués à l'époque, dans la seule cité de Kiwanja. Et dans d'autres cités, il y avait des tueries ciblées, qui ciblaient les communautés, effectivement, du territoire de Rutshuru. Alors, revenons maintenant sur le dernier massacre de Kishiche. À part tous ces massacres que je viens de citer, les mouvements
que ce soit le CNDP, que ce soit le M23, ont toujours ciblé de manière particulière les communautés qui vivent dans les territoires de Rutshuru pour créer la peur, pour créer l'errance. La preuve, c'est que tous les camps de déplacés que vous avez au Nord Kivu, c'est des camps qui sont essentiellement peuplés par une ou deux communautés seulement. Donc la stratégie, c'est de devoir éliminer une partie de la communauté de cet espace. C'est pourquoi nous avons à un moment donné communiqué sur la planification du génocide qui est en train de se faire sur les populations congolaises. Et donc Kishishe est une des localités situées à l'ouest du parc de Virunga, dans la chefferie de Bwito. Parce que la carte à côté, peut-être que je ne sais pas si on pourra avoir une vue. Oui, parce que le territoire de Rutshuru a des chefferies. Il y a la chefferie de Bwisha et la chefferie de Bwito. Maintenant, Kishishe se trouve effectivement dans cette chefferie de Bwito où s'est commis les massacres. Et les dernières nouvelles que nous venons d'avoir tout à l'heure, c'est qu'il y a au total près de 272 civils qui ont été tués. Alors les discours de Kigali, les discours particulièrement de Kagame, c'est de dire non, ce sont des FDLR qu'on est en train de tuer, ce sont les groupes armés, alors qu'à Kishishe, les gens qui ont été tués étaient dans une église adventiste, la plupart. Dans une église adventiste, je ne sais pas si ceux qui sont dans une église constituent des groupes armés. Donc, cette stratégie-là d'élimination sélective d'une communauté n'est pas loin effectivement de ce qui s'était passé au Rwanda lorsque une partie de la communauté avait été tuée. Et c'est pourquoi nous n'avons pas peur de dire qu'au stade actuel, c'est une planification du génocide sur le sol congolais qui est en train de faire. FDLR, c'est un ingrédient qu'utilise effectivement le régime rwandais pour survivre au niveau international. La preuve, c'est quoi? C'est que si vous voulez connaître l'âge de FDLR, il faut vous interroger sur l'âge du président Kagame. Parce qu'en 1990, il y avait deux armées en face. Il y avait le FPR, dans lequel était le président Kagame, et il y avait les Interahamwe, qui faisaient partie de l'armée de Habyarimana. Donc c'est ça l'âge moyen. L'âge moyen de ces gens-là, c'est celui-là. 60, 70 ans, 80 ans. Et donc continuer à mentir l'opinion que la RDC alimente les FDL pour attaquer les Rwandais, c'est tout simplement utiliser un argument qui est consommable au niveau international pour se faire une santé internationale. Sinon, il n'y a aucunement une politique de la RDC qui peut utiliser des vieilles gens de 60, 70, 80 ans pour penser que c'est cela qu'on peut organiser pour aller attaquer les Rwandais. Mais comme c'est une partie des génocidaires qui étaient restés au Congo et qui errent dans la forêt, si vous le voyez, c'est des vieilles gens qui vivent de la cueillette, de la chasse dans les forêts, qui ne peuvent constituer aucunement une menace. Alors, maintenant, la stratégie c'est quoi? C'est de continuer à tirer sur cette fibre-là pour survivre, comme je l'ai dit, au niveau international, alors qu'il sait lui-même pertinemment bien qu'il n'y en a plus, parce que du temps où j'ai été gouverneur, nous avons rapatrié des centaines et des centaines de combattants rwandais, nous avons rapatrié des centaines et des centaines de réfugiés rwandais chez eux, et les statistiques aujourd'hui démontrent qu'il ne reste plus qu'autour de 500 éléments combattants rwandais en République démocratique. 500, je vous donne les chiffres. Alors, maintenant, lui, il sait utiliser toujours des arguments et il sait s'attirer la sympathie de la communauté internationale en surfant sur le génocide qui a eu lieu effectivement au Rwanda. Alors que les FDLR que nous renvoyons au Rwanda, que nous avons renvoyés du temps où j'ai été gouverneur, la stratégie de Kigali, c'est de les réinjecter encore une fois au Congo par un phénomène que j'ai appelé le recyclage. Il fait le recyclage des FDLR, c'est-à-dire, une fois qu'on les a renvoyés et on les a registrés de manière biométrique, qu'est-ce que lui faisait? Il les renvoyait encore au Congo, parce que si le discours de FDLR est fini, lui aussi ne survit plus au niveau international. Et la MONUSCO et toutes les Nations Unies, à travers le HCR, savent qu'on a fait un enregistrement biométrique et des combattants rwandais
et des réfugiés renvoyés à Kigali, et qu'on a retrouvé encore ces combattants rwandais sur le sol congolais, renvoyés par le gouvernement rwandais, et retrouvés parce qu'ils avaient été enregistrés de manière biométrique. Et donc c'est une stratégie qui a été montée pour aveugler la communauté internationale, et heureusement que la gouvernance actuelle est en train de découdre et de déconstruire tous ces mensonges qu'on a filtrés au niveau international. Et l'attraction de cette communauté internationale, il les fait par les passes qu'il fait à chaque fois qu'il y a des problèmes. Vous voyez au Mozambique, il y a les djihadistes par exemple qui ont pris les gisements gaziers que Total allait exploiter avec un investissement de 20 milliards de dollars. Et qu'est-ce qu'il fait? Le président rwandais, il s'est dit prêt à envoyer les troupes rwandaises pour aller combattre les djihadistes, pour fermer la bouche aux Français. Et il fait de même pour la Centrafrique. Et partout, les Nations Unies ont besoin de troupes. Effectivement, Kigali déploie ses troupes pour fermer toute la bouche des Nations Unies. C'est ce qui a fait que même le secrétaire général des Nations Unies, lorsque nous avons posé le savoir, ces armes-là viennent d'où? Il a été incapable de citer le Rwanda, parce que tout simplement, il s'est dit, mais en citant le Rwanda, peut-être qu'il va dire, je retire toutes mes troupes dans les missions onusiennes qui sont disséminées à travers le monde. Donc, nous avons voulu replacer l'opinion dans un contexte de compréhension de la géopolitique internationale, qu'il utilise pour se faire une santé politique, une santé en surface sur les génocides rwandais, alors qu'au Congo, il est clairement indiqué qu'il ne peut y avoir nullement de génocide. Et le discours que le président rwandais tient en disant que lui est le protecteur d'une communauté, c'est un discours qui vise effectivement à semer la haine pour exposer cette communauté-là partout où elle est. Alors que là où elle est, elle se considère comme ayant la nationalité du pays d'accueil. Maintenant, quand lui développe un discours pour dire qu'il est protecteur d'une communauté, c'est comme s'il est en train de dire au monde entier que ceux qui sont là-bas ne sont pas les vôtres, ils sont les miens. Donc au contraire, au niveau international, celui qui développe un discours de haine, c'est le président rwandais qui veut semer la haine dans les communautés qui vivent paisiblement en RDC et partout ailleurs. La preuve, j'ai été gouverneur, j'ai eu des ministres de toutes les communautés et il ne s'est posé aucun problème entre les communautés, qu'elles soient minoritaires, qu'elles soient majoritaires. Et moi j'ai toujours dit que la population congolaise est essentiellement un assemblage de minorités. Ce n'est pas comme au Rwanda où il y a deux ethnies et au Burundi il y a deux ethnies. Si ce n'est pas l'une, c'est alors l'autre. Ce qui n'est pas le cas en RDC, c'est 450 ethnies. On ne peut pas dire qu'il y a un risque de génocide là où coexistent 450 ethnies. Donc, tous ces mensonges-là, nous devons maintenant les découdre à travers des communications internationales pour que les gens comprennent que, eh bien, on doit arriver à la fin d'aveugler cette communauté internationale par des arguments qui ne tiennent plus debout. FDLR, haine, tribal en RDC ou insertion des effets de notre armée. Tous ces mensonges-là, nous voudrions que vous puissiez nous aider à les déconstruire, parce que si vous faites la comparaison entre la gouvernance qui se passe au Rwanda et la gouvernance qui se passe en RDC, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Là-bas, personne ne peut parler. La preuve, c'est qu'un musicien qui a seulement chanté pour une opinion qui a énervé le pouvoir de Kigali, il a été zigouillé tout de suite. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de leçons à donner à la République démocratique du Congo par rapport à la gouvernance démocratique, par rapport aux questions de paix et de sécurité. C'est plutôt les gouvernants de la RDC qui, par des passerelles de paix qu'ils veulent construire, qui veulent que toutes les populations vivent ensemble, qui veulent que nous puissions asseoir la paix dans la région des Grands Lacs, quand d'autres veulent nous niveler vers le bas en perpétuant les conflits. La violence. Donc voilà brièvement ce que je peux donner comme introduction pour la compréhension générale de la problématique, en citant par quand même un point, c'est l'aspect économique de la guerre. Le Rwanda a été au Congo de 1998 en 2003 pendant 5 ans en créant les RCD au motif qu'ils venaient poursuivre les FDLR. Mais je l'ai dit, je crois les 2 août ici, en lieu et place de poursuivre les FDLR, il est sorti de la RDC comme premier producteur du coltan et de cassiterite.
Est-ce que c'est les coltans et les cassérites qui constituent les FDLR au Congo? Voilà la question. Deuxième chose, le 25 janvier 2009, l'armée rwandaise est entrée au Congo. Pendant un mois, jusqu'au 25 février, d'ailleurs ça coûtait la vie d'ailleurs à l'ancien président de l'Assemblée nationale qui a dit qu'il n'était pas informé de l'entrée de l'armée rwandaise par l'opération Umoja Wetu. J'étais là. Ils sont entrés jusque dans les fins fonds. Maintenant, quand vous voyez l'armée rwandaise aujourd'hui aller vers Kishishe, c'est parce qu'on poursuit la mine de Somikivu qui détient le pyrochlore. Le pyrochlore, c'est les minéraux qui entrent dans la fabrication de fusées. Et c'est recherché à travers le monde. C'est la mine de Somikivu qu'on est en train de suivre effectivement là-bas. Et aller vers Massissi pour contrôler la mine de coltan parce que nous détenons 60% des réserves mondiales du coltan dans les Massissi. C'est particulièrement le pyrochlore et le coltan dans les Massissi qui fait l'enjeu de la guerre. Et au niveau international, on connaît tout ça et c'est pourquoi il a les soutiens parce que les réseaux mafieux qui exploitent illégalement les minéraux sont derrière ces entreprises-là. La preuve, c'est que vous avez appris qu'à Kigali, on a ouvert des fonderies d'or. Mais quand les séries ont commencé à revenir en RDC, les fonderies d'or de Kigali ont fermé parce qu'elles n'étaient plus alimentées par l'or. Et les fondateurs sanctionnés. Hein? Voilà. Donc c'est des questions ça qu'en international, nous devons aider à faire porter dans les bouches de tous les milliers qui doivent écouter les autorités congolaises pour qu'on comprenne qu'il n'y a rien de guerre là-bas parce qu'il y a FDLR, parce qu'il y a haine, il y a guerre, parce qu'il y a coltan, parce qu'il y a or, parce qu'il y a cassitérite, parce qu'il y a wolframite, parce qu'il y a tous ces éléments que Kigali veut avoir, parce qu'il veut avoir 3 types de contrôle sur l'Est, contrôle politique, contrôle militaire, contrôle économique. Dès qu'il n'est pas rassuré d'avoir les 3 types de contrôle, il n'est pas à l'aise à Kigali. Et donc les autorités congolaises doivent ouvrir l'œil et les bons, et c'est pourquoi on m'a invité pour que je restitue à l'opinion toutes ces informations-là à l'intention de la mémoire collective. Voilà, on a ouvert l'œil et les bons, et d'ailleurs, pour nous remettre justement dans le contexte dans lequel nous sommes, le président de la République a rencontré les jeunes le week-end dernier, où il leur a dit clairement que nous n'avons pas de problème avec les Rwandais ou les Rwandaises. Les problèmes, c'est le régime à la tête du pouvoir à Kigali, qui n'a pour seul objectif que de s'aimer l'instabilité, la mort et la désolation à l'est de la République démocratique du Congo. En accord avec la technique, on peut réécouter les propos du président de la République. Ne haïssez pas les étrangers. Et d'ailleurs, à propos du Rwanda, ça ne sert à rien de regarder le Rwandais comme un ennemi. Non. C'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo. Les Rwandais et les Rwandaises sont nos frères et sœurs. Et d'ailleurs, ils ont besoin de notre aide parce qu'ils sont muselés. Ils ont besoin de notre aide pour se libérer. Ça n'a rien à voir avec ce que leurs dirigeants sont en train de leur imposer. Donc, ne les regardez pas comme des ennemis, mais comme des frères qui ont besoin de notre solidarité pour nous débarrasser et débarrasser l'Afrique de ce genre de dirigeants rétrogrades qui ramènent les méthodes des années 60 et des années 70. Alors qu'en Afrique, on avait décidé de mettre fin au bruit des armes. Si vous vous rappelez, ceux qui suivent un peu, c'était 2020, il fallait taire les armes en Afrique pour que l'Afrique passe à autre chose, comprenne qu'elle est la dernière de la classe dans le monde parce que, justement, à cause des guerres et des divisions, nous nous étions entendus comme ça. Malheureusement, ce n'est pas arrivé, on a dû encore prolonger, mais c'est à cause, justement, des dirigeants tels que Paul Kagame. Et il s'enorgueillit d'être un faiseur de guerre, un spécialiste dans la guerre. Il en est fier. Moi, à sa place, je me cacherais, j'aurais honte d'assumer le fait qu'on sème la mort et la désolation. C'est honteux. Et je dirais même
diabolique. Nous n'allons pas manger de ce pain-là. Voilà, le président de la République l'a dit de manière claire. Tout à l'heure, je reçus une dépêche, plutôt un message de l'ambassade américaine disant que le secrétaire d'État Blinken avait à nouveau appelé le président Kagame pour lui demander de cesser tout soutien au M23. Maintenant, le soutien apparaît comme né sur les visages et nous espérons qu'il respectera ce qu'on a souscrit tous au mini-sommet de Luanda. On va commencer la série.